Bonsoir à tout le monde. Pardon. C'est émouvant de recevoir ici à Pau Claude Lelouch, une personne à qui il manque toujours 5 minutes et qui est venu hier présenter un film. Les gens sont sortis quasiment bouleversés, vraiment émus. Aujourd'hui, il a présenté 2 films et il vient à notre rencontre ce soir avant de reprendre immédiatement après l'avion pour Paris. C'est une générosité formidable parce que vraiment, Claude Lelouch, c'est un agenda comme pas possible. Et il a passé finalement 36 heures à Pau. Et ce geste de générosité, merci à lui. Il est venu pour vous voir, il est venu présenter ses films. Ensuite, nous ne recevons pas un metteur en scène avec Claude Lelouch. On reçoit un trésor national. Parce que Claude Lelouch, c'est un trésor national. D'abord, sa vie, en elle-même, c'est une vie française, caractéristique de l'esprit français, une vie indépendante, libre. Ensuite, il a montré que l'envie de vivre, ça ne dépendait pas des problèmes qui nous arrivent tous les jours, qui peuvent être de très mauvaises nouvelles parfois, qui pourraient nous décourager de vivre. Lui, il a été enfant dans les cinémas, à 4, 5 ans, 6 ans, caché dans des cinémas par sa mère parce qu'ils étaient poursuivis par les SS. 4-5 ans dans des cinémas. Il a aimé la vie à ce moment-là. Et quand sa mère lui offrait une orange pour son anniversaire, il a aimé la vie à ce moment-là aussi. Quand à 27 ans, il est oscarisé, césarisé, 16, 17 récompenses après Un homme et une femme, il a été heureux, évidemment. Mais après, il a continué d'aimer la vie tout le temps, malgré quelques échecs de temps en temps, comme tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'aimer la vie, c'est pas que tout marche toujours tout seul et qu'on va de succès en succès. C'est quelqu'un qui a connu ce que c'est que la vie difficile. Ensuite, la troisième chose que je voulais dire, c'est que Lelouch, il a non seulement aimé la vie, mais il a donné la vie dans ses films. Et ces films, il racontait la nôtre. Les gens qui faisaient vivre retentissaient sur sa vie. C'est quelqu'un qui a créé la vie et qui a aimé la vie au point de la créer. Dans des films que personne n'a oubliés. La preuve hier, ce film de 42 ans que tout le monde a redécouvert et trouvé ce qu'était l'âme de Lelouch. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, nous allons recevoir notre trésor national ce soir. Merci. Parce que là, il n'y a rien à dire, la séance elle est lancée, c'est comme si c'était un film qui se poursuivait. Il a dit, je vais le chercher. Maintenant, on laisse le jouer. Et Cosette, une salle. Merci. Bien, ben je crois que voilà, j'ai compris que je pouvais m'asseoir. Je suis à l'aise. Mettez bien le micro près de... Merci d'être là. On vous salue tous. Vous savez quoi? Quand je vous ai vu hier descendre du train, Paris-Pau, vous êtes descendu avec un sac à dos où il y avait l'ordinateur et une petite valise comme ça, de quoi mettre 3 chemises, une paire de chaussettes et une brosse à dents. Seul, pas de chargé de communication, pas de sécurité, seul, comme un homme vrai, voilà, descend. J'ai trouvé que vous aviez un sacré... Vous êtes le seul. Il n'y a aucune personne aussi célèbre que vous, qui est des Césars, des Oscars, qui se balade tout seul dans des trains et qui descend avec sa petite valise et son sac à dos. Je vous assure, j'ai trouvé ça admirable. Écoutez, merci en tous les cas de votre accueil, de tout ce que j'ai entendu. Voilà, je ne sais pas si je mérite tout ça. En tous les cas,
Moi, je sais. C'est vrai qu'un homme libre, s'il veut être libre, il faut qu'il soit souvent seul. Hein. Voilà, donc je vous remercie de m'accueillir et je suis très heureux du thème que vous avez choisi aujourd'hui, car ça va tout à fait dans le sens que j'ai essayé de donner à mes films. Comme je vous le disais, comme je l'ai souvent répété, je ne suis rien d'autre qu'un reporter de la vie. J'ai passé ma vie à observer les gens. Et j'ai une curiosité énorme. C'est ma qualité principale et mon défaut principal. Tout m'intéresse. J'aime tout. C'est mon gros problème, c'est que j'aime tout. J'aime le chaud, le froid, la montagne, la mer, la campagne, les gens intelligents, cultivés. J'ai une petite tendresse pour les cons parce qu'ils sont plus photogéniques et que c'est avec eux qu'on fait les plus belles comédies. Et donc cette curiosité a fait de moi une concierge. Tout m'intéresse, ce qui se passe au premier étage, au dernier étage, dans la cave. Tout m'intéresse parce que j'ai envie de comprendre pourquoi la vie, qui est le plus grand scénariste du monde, a tant d'idées et fait rebondir chaque seconde. Je veux dire que, comme je le disais, je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et chaque seconde a inventé celle d'après, même celle qui faisait très mal. Même celle qui faisait très mal, et je dirais même que ce sont ces secondes qui m'ont fait très mal, qui m'ont fait aimer la vie, et qui me l'ont fait apprécier. Je faisais dire à Belmondo, dans l'itinéraire d'un enfant gâté, que le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. Et donc, on n'a pas droit au bonheur si on n'a pas les emmerdes. Et les risques. Il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Et les risques, la prise de risque, j'ai envie de dire que je suis un peu un cascadeur de la vie. J'ai pris beaucoup de risques et à chaque fois, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Vous dites les idées mènent le monde, c'est vrai. Moi, je dirais que l'amour mène le monde. Mais ça va ensemble. Oui, parce que c'est une idée, l'amour. Et donc, si vous voulez, je crois que tout le mal qu'on se donne dans la vie, tous, c'est pour aimer ou être aimé. Et tout le reste, c'est des lots de consolation. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'amour dans mes films, parce que l'amour, comme je le disais encore, c'est une compétition. La vie est une compétition. Et il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un. En sport, quand vous êtes deuxième, vous avez droit à une médaille d'argent. En amour, quand vous êtes deuxième, vous êtes cocu. Et donc, c'est cette course fascinante, passionnante, qui vous oblige à être tout le temps le meilleur. Parce que pour rester dans le cœur de quelqu'un très très longtemps, il faut être très bon tous les jours. Voilà. Et donc la vie, effectivement, elle est incroyable parce que d'abord, elle est pleine de surprises, de bonnes et de mauvaises. Mais souvent, les mauvaises surprises préparent les bonnes. Je veux dire que l'échec prépare la victoire. Un bon perdant est sûr un jour d'être un bon gagnant. Eh oui. Pourquoi vous avez fait 50 films, c'était le 50e le dernier. Il y en a 9 qui portent le nom de Vie. Vous êtes le seul. Hein, aucun film cinéaste au monde, pas seulement français, personne. Donc c'est quelle volonté de mettre la vie dans le titre de chacun des films? Ou vivre, ou la vie. Oui, mais c'est tout simplement parce que la vie est la star de notre vie. C'est la star de la vie, oui. C'est la star de notre vie. Et puis, la vie nous apprend à aimer le présent. Le présent est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste, on en est les gardiens. Et être gardien de quelque chose, c'est des emmerdes. Le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Il n'a pas le temps de vieillir. Là, en ce moment, le moment qu'on est en train de vivre, c'est du présent. C'est du présent, ça nous oblige à penser à ce moment-là, à mettre 100% de notre personnalité au service de ce moment. Et d'attention. Et d'attention. C'est pour ça que quand on est dans le présent, on est dans la vie. Et c'est ce que je disais aussi hier soir.
on voudrait tout savoir. On voudrait savoir d'où on vient et où on va. Mais on est arrivé dans un film qui avait commencé bien avant nous et on sera obligé de partir avant la fin du film. Donc la seule chose qui nous reste, c'est les séquences qu'on va vivre. Et les séquences qu'on va vivre, il ne faut pas les gâcher. Il ne faut pas les gâcher avec le passé, parce que le passé, c'est comme si vous preniez un mort dans vos bras. Et le futur, c'est un tel point d'intégration qui nous transforme en trouillard. Et quand on a la trouille, on fait mal les choses. Voilà, donc le mot, oui, vivre, c'est... C'est comprendre l'importance du présent, finalement. Oui, vous savez, j'ai souvent raconté cette anecdote, mais j'ai été très, très ami avec Jacques Brel, et il est venu me voir quelques jours avant son grand départ. Il savait qu'il allait partir. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu bois? Il me dit, on va boire une bière, et on a bu une bière, et je l'ai vu déguster cette bière. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, ta bière? Il m'a dit, mais c'est peut-être la dernière que je bois. Il me dit, je l'apprécie comme jamais j'ai apprécié les choses. Quand je fais l'amour, c'est peut-être la dernière fois. Je ne l'ai jamais fait si bien. Quand je mange, c'est peut-être la dernière fois. En ce moment, je discute avec toi. Je t'écoute un peu plus que d'habitude. Je te déguste. Et il dit, depuis que je sais que je vais y aller, j'apprécie la vie encore plus qu'avant. Voilà, donc il faut l'apprécier, il faut la déguster. Et c'est la force du présent. C'est pour ça que... Et le cinéma filme le présent. C'est pour ça que je suis tombé amoureux du présent. Et puis le cinéma filme la vérité qui est dans nos yeux. Car la seule partie de notre corps qui ne sait pas mentir, c'est nos yeux. On ne sait pas pourquoi. Depuis la naissance, depuis que le bébé vous sourit pour la première fois, jusqu'au jour où il vous donne ses dernières paroles, on ne sait pas pourquoi. Avec la parole, moi, je peux vous dire ce que je veux, mais pas avec mes yeux. Et quand on dit à quelqu'un « je t'aime », il faut le regarder dans ses yeux. On ne peut pas demander quelqu'un en mariage au téléphone. Voyez. Donc, si vous voulez, les yeux, on ne sait pas pourquoi, c'est la partie de notre corps qui détient la vérité. Et les yeux est rattaché totalement à notre inconscient. Et notre inconscient, qu'est-ce qui fait marcher le mieux notre inconscient? C'est la musique. C'est pour ça qu'il y a tant de musique dans les films. Alors, dans tous ces films que vous avez faits avec le movie dedans, dans toute votre existence, il y a un moment où vous avez avoué que vous avez eu envie de mourir. 22 ans, jeune Lelouch, sort son premier film, long métrage, et une seule salle à Paris le prend, ça part mal, et puis le patron de la Cinémathèque de Paris vous appelle et dit « Claude, j'ai une bonne nouvelle, je t'inscris dans le programme de la Cinémathèque de Paris. » Le grand Langlois dit ça. Un jour, je ne sais pas combien de bouteilles vous avez bu ce jour-là, mais il devait y en avoir beaucoup. Et vous arrivez et vous emmenez vos parents, vos deux parents, père et mère. Le film se déroule, 2 heures de sifflet. Et là. Oui, alors ça a très mal commencé. J'avais amené mon père, parce que mon père était convaincu qu'un jour je ferais quelque chose dans le cinéma. De grand, ouais. Il m'avait beaucoup aidé à faire ce premier film, et je l'ai vu avec ma mère, évidemment, pleurer. Parce que toute une salle qui siffle, en plus le lendemain, dans un journal célèbre, ils ont lu la première critique. Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Et donc, et quelques jours plus tard, mon père est mort d'un infarctus, et je pense que c'est cette projection désastreuse et ces articles épouvantables qui l'ont aidé à partir. Voilà. Donc mais comme le pire n'est jamais décevant, là j'étais tombé au pire du pire. Vous vous rendez compte? Mais c'est quelque chose que peu de gens ont connu dans leur vie, cette histoire. Et donc, quand vous avez connu ça, après, tout c'est doux, tout devient plus simple. Et peut-être que... Et c'est dès la mort de mon père... Vous lui devez quelque chose. Que tout a changé. Que tout a changé, comme si, d'un seul coup, c'était le prix à payer. Et quand il est mort, j'ai eu envie, moi aussi, de partir, parce que j'aimais tellement cet homme, il m'avait appris tellement de choses, il m'avait dit tellement les choses qu'on a envie d'entendre quand on est enfant. Et 2-3 heures après sa mort, je me suis senti investi d'une force incroyable qui m'a permis d'arriver jusqu'ici à Pau aujourd'hui. Voilà.
Vous savez, quand vous avez parlé de ça, vous êtes allé voir votre père, tout le monde vous disait des choses plus ou moins gentilles pour vous consoler. Je trouve qu'il a eu la phrase que j'oublierai jamais. Il vous cite un proverbe japonais. Il vous dit, mon fiston, les clous qui dépassent attirent toujours le marteau. Tu es un clou qui dépasse. Je ne sais pas combien d'entre nous auraient trouvé une consolation, entre guillemets, aussi puissante que ça. Je trouve que votre père a été admirable dans sa réponse. Plusieurs fois, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais répondu à mon fils dans ce cas-là? C'est quelque chose de dire ça à son fils. Il adorait ces petites phrases qui en disent long. Voilà. Et ces petites phrases qui en disent long, elles vous rassurent. Et toutes ces petites phrases qui en disent long, tous ces euphorismes, ces aphorismes, ont été inventées et dites par des hommes qui étaient dans la souffrance. C'est pour ça qu'elles sont très fortes. Ce ne sont pas des phrases qui viennent comme ça. Et c'est vrai que lorsque le malheur est grand, c'est important d'avoir des petites phrases qui nous font gagner du temps et sur lesquelles on peut effectivement jongler. Moi, j'ai été très impressionné quand j'ai lu Guerre et paix et la phrase de Tolstoï qui disait que le plus difficile dans la vie, c'était d'aimer la vie. Et c'est vrai c'est très compliqué d'aimer la vie parce qu'elle est contradictoire. Mais la vie, c'est comme une histoire d'amour. Si vous l'aimez, elle va vous aimer. Et si vous ne l'aimez pas, elle va vous faire la guerre. Elle va vous faire la guerre. Et je vois autour de moi, tous les gens les plus malheureux sont des gens qui crachent dans la soupe, qui crachent sur la vie. Et c'est vrai que de temps en temps, elle a l'air injuste, de temps en temps, elle nous fait très très mal. Des fois, mais elle a toujours raison. Elle a toujours raison, puisque depuis la nuit des temps, elle nous a montré que toutes les grandes catastrophes, que tout ce qui nous a fait le plus de mal, nous a permis de progresser et d'avancer. C'est le prix à payer. Pour le progrès, pour que la vie aille. Et pour tout. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, on devrait lui dire que tout est compliqué avant d'être simple et que tout a un prix. Et que ce n'est pas avec de l'argent qu'on paye. On paye avec de la souffrance, voilà. Mais c'est très dur à expliquer ça aux enfants. Moi, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. La plus grande université du monde, c'est l'échec. C'est la souffrance. Si on ne passe pas par ça, on va vivre dans une salle d'attente, et il n'y a rien de plus chiant qu'une salle d'attente. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous avez raconté ce moment où vous avez failli mourir, ou avoir envie de mourir, plutôt, derrière le film, c'est un homme et une femme. Juste derrière. Enfin, c'est-à-dire... Oui, enfin, un homme et une femme est venu un tout petit peu plus tard, parce que c'est mon 7e film, un homme et une femme. Donc il y en a 6 avant qui ont été compliqués, difficiles, mais c'est dans ces complications et c'est dans ces difficultés que j'ai appris mon métier. C'était la meilleure école du monde. Et appris la simplicité aussi d'une histoire. Et donc, quand arrive un homme et une femme, j'ai même le sentiment, je me dis, bon, c'est mon 7e film, si celui-là ne marche pas, j'arrête. Il faut que je fasse un autre métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris encore plus de risques que d'habitude. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai cassé tous les codes. J'ai écouté aucun conseil. J'ai trouvé aucun producteur. Je veux dire que j'étais en face d'un mur énorme qui était celui de l'abandon. Et c'est à ce moment-là que tous les miracles se sont produits. Tous les miracles se sont produits. Et alors là, collection de miracles avec des acteurs qui vous disent oui, des techniciens, une ville comme Deauville qui se met à votre disposition. Enfin, la liste des miracles est importante. Donc, quelque part, il faut... Au plus profond que vous avez trouvé... Voilà, alors vous savez, j'ai 7 enfants et 8 petits-enfants et je leur souhaite d'être très malheureux avant de déguster au bonheur. Voilà. Parce que s'ils ne passent pas par ça, ils ne sauront jamais ce que c'est que le bonheur. L'autre condition, qui paraît, quand on connaît un peu votre vie, c'est qu'on ne peut pas être heureux de connaître le bonheur sans la liberté. Et la liberté, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est être seul souvent. Avec vous, pas de grandes compagnies, vous êtes seul et vous êtes libre, vous n'avez pas d'alliance, vous n'avez conclu de contrat avec personne, vous avez 50 ans que vous suivez un fil qui est
ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et où je parle quand j'ai envie de parler. Ça aussi, c'est quasiment inconnu dans le cinéma pour les gens qui ont eu un Oscar, un César, etc. Encore une fois, ça, je le dois encore une fois à mon père. Parce que le hasard, dans ma vie, a eu beaucoup de talent. C'est mon agent principal. C'est la personne qui me donne les meilleurs conseils. Mon père a acheté une petite caméra 8 mm pour filmer ma naissance. Donc le premier acteur que je vois, c'est moi. Et après, il m'a fait cadeau de cette petite caméra quand j'avais 5-6 ans. Et j'ai très vite compris que cette caméra, c'était un troisième œil absolument incroyable qui me permettait de voir l'invisible et qui me permettait de faire des gros plans sur les choses qui m'intéressaient. Pourquoi invisible ? Comment invisible ? À l'œil nu, on ne voit pas ce qu'on voit dans la caméra ? Enfin, quand je dis invisible, parce qu'elle filme votre instinct, elle filme vos yeux. Même quand vos yeux ne parlent pas, vous voyez ce que je veux dire, ils disent des choses. Voilà. Et donc, je me suis aperçu que c'était un microscope absolument incroyable qui permet de filmer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et comme j'étais très très curieux, j'ai très vite compris que cette caméra allait être mon compagnon de route. Donc, si vous voulez, je viens du cinéma d'amateur. Vous avez en face de vous un cinéaste amateur. Et j'ai jamais voulu appartenir aux professionnels de la profession. De la profession, comme disait Godard. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison, puisqu'il y a 8 milliards de gens sur cette terre qui filment. Aujourd'hui, avec votre portable, vous êtes tous des cinéastes. Vos yeux et votre caméra, c'est le plus bel œil du monde. Vos oreilles, c'est les plus beaux émetteurs qu'on puisse imaginer. Et votre mémoire, c'est une salle de montage où vous coupez tout ce qui reste. Donc faire du cinéma est un art naturel. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. Et ce soir, vous allez faire le montage de cette conversation. Vous n'allez pas tout garder. Vous allez garder la phrase qui vous a intéressé, le moment qui vous avait intéressé. Donc nous sommes tous des cinéastes. Et c'est vrai que parmi ces 8 milliards de gens qui filment aujourd'hui, il y en a certains qui filment un peu mieux que d'autres et qui auront droit d'aller dans les grandes salles de cinéma. Mais le cinéma est un art naturel. C'est un art naturel. On dit que c'est le 7e art, et pour moi, c'est le premier des arts, parce qu'il invite tous les autres arts. Il invite la musique, il invite la peinture, il invite les romans, la littérature. Il invite absolument tout le monde. Donc, vous êtes des cinéastes. Nous sommes tous des cinéastes. Ce soir, quand vous allez rentrer, certains vont, ceux qui ont aimé cette conversation, vont la raconter à des amis en faisant un montage. Et puis ceux qui ne l'ont pas aimé ne vont pas en parler du tout. Vous voyez, donc, si vous voulez, c'est un art naturel. Nous vivons dans un monde de cinéma, nous sommes envahis par les images. Et aujourd'hui, les grands événements du monde sont filmés par des hommes et des femmes qui sont dans la rue. Voilà. Donc ça, je l'ai ressenti dès le départ. Avant même le portable, avant même l'arrivée de toutes les technologies. Et donc j'ai grandi avec cette caméra qui n'a pas fini de grandir et de m'apporter. Aujourd'hui, j'ai dans ma poche la plus belle caméra du monde. Et je peux dégainer à tout moment. Et être libre, c'est aussi construire un endroit libre. Et donc vous avez, dès vos premiers succès, acheté une maison en Normandie. Et vous dites, j'ai enterré mon père et ma mère. Si Dieu me prête vie, le temps qui restera, moi je veux mourir là. J'ai construit là une principauté. C'est quoi cette histoire de principauté ? Non, enfin, j'ai construit, encore une fois... L'esprit de principauté. Oui, alors, je ne sais pas, c'est anecdotique, mais quand j'étais gosse, ma mère nous emmenait toujours à Villers-sur-Mer, à côté de Deauville, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller à Deauville, c'était un peu cher. Un peu cher. Et donc, on allait à Villers-sur-Mer, et à Villers-sur-Mer, il y a les Vaches Noires, qui est un endroit magique, naturel, où comme les falaises bougent, on ne peut pas construire. Donc, si on ne peut pas construire, elles sont protégées naturellement. Et tout gosse, à 7-8 ans, je montais dans les falaises et je passais devant un manoir. Et je disais, tiens, si un jour j'ai un peu d'argent... Et s'il est à vendre ? Voilà. Et puis, 28 ans plus tard, je passe devant le même manoir. Il y avait un jardinier. Je lui dis, est-ce que le patron est là ? Il me dit, c'est moi. Je dis, écoutez, je vais vous poser une question idiote. Vous n'auriez pas envie de vendre cette maison ? Il me dit, c'est drôle parce qu'avec ma femme, depuis hier soir,
On a décidé de la vendre et ça fait 40 ans qu'on habite là. Voilà. C'est une histoire à la Lelouch, c'est un film. Non, mais c'est la vérité. Donc j'ai acheté ce manoir et ce manoir, c'est devenu le refuge de ma famille. Voilà. Donc grâce à ce manoir et à cette falaise qui domine la mer, ça me permet de voir mes enfants souvent parce qu'ils viennent plus voir le manoir que moi, bien sûr, avec les copains, les copines, les divorcés, les non-divorcés, enfin voilà. Donc ce qui fait que c'est une petite ville. C'est un manoir vivant, oui. Si j'ai bien compris. Surtout que quand on sait que vous avez eu 7 enfants, vous l'avez dit, avec 5 femmes différentes, c'est quand même... Pour un scénariste, un scénariste, c'est pour un scénariste, il faut vraiment qu'il aille au bout des histoires. Il faut qu'il ait de la came. Alors les femmes. Je n'ai jamais été célibataire une seule seconde depuis l'âge de 18 ans. Un record, je pense que c'est arrivé à personne dans cette salle. Il faut de la cam, hein, pour ça. Il faut de la cam. Oui, oui. Non, mais je l'avoue. Alors, c'est tout simplement parce que j'ai toujours pensé que les femmes étaient des hommes réussis. Et évidemment, si vous commencez comme ça... Oui, non, mais je le pense profondément. Je suis content d'avoir des copains hommes, mais... Oui, moi, je crois que c'était Lino Ventura. Non, mais les femmes m'ont tout appris. Elles m'ont tout appris. Elles m'ont tout appris et je leur dois tout. Je leur dois mes films, je leur dois mes émotions. Si vous voulez, quand je dis que ce sont des hommes réussis, c'est parce que je pense qu'elles... Je crois beaucoup au recyclage des vies. Je ne crois pas à la mort telle qu'on essaye de nous l'expliquer. Notre part de rationnel nous dit qu'on est mortel. Notre part d'irrationnel nous dit le contraire. Et j'ai plus envie de croire ma part d'irrationnel. Et je pense que dans le recyclage des âmes, d'abord, nous sommes des hommes. Et on commence par l'enfance. C'est pour ça qu'on aime bien les hommes. On aime les hommes comme on aime les enfants. On fait que des conneries. On n'est pas sérieux, on pense qu'à déconner. C'est pour ça que j'ai fait L'aventure, c'est l'aventure et que tous ces films de copains. Mais nous, on est des enfants. Les hommes, on est des enfants et je ne sais pas combien de vies d'hommes on a avant de pouvoir être homosexuel, qui est une étape intermédiaire importante. Et puis le sacre arrive, un jour, on a droit à être à une femme. Voilà. Et les femmes, on sent qu'elles ont digéré toutes les conneries des uns et des autres, sans faire de jeu de mots. Faire jeu de mots, ouais. Et c'est pour ça que... Alors, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais en tous les cas, c'est le modèle le plus parfait pour l'instant qu'on ait fabriqué. Je veux dire qu'on leur doit d'abord l'humanité, donc c'est pas rien. Donc c'est tellement facile, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être conscient de tout ça. Et puis, quand une femme est amoureuse, elle vous fait cadeau de sa vie. Elle ne vous demande rien. Si vous la trahissez, alors après, elle se transforme en homme d'affaires. Et là, elle est encore plus forte que les hommes. Voilà. Mais si vous ne la trahissez pas, elle vous fait cadeau de sa vie. Mais c'est vrai qu'un jour, comme on est des gamins et qu'on met les doigts dans la confiture, on le paye très cher. Vous avez une autre réflexion sur les femmes qui est, en plus de ce que vous venez de dire, vous dites les femmes, elles aiment les héros et elles détestent une chose absolument, c'est être déçues. Et donc, lorsqu'on rencontre une femme, lorsqu'on vit avec une femme, elle nous donne l'obligation d'aller au mieux de ce que l'on en est. C'est important comme... Elle nous tire vers le haut. Vous savez, c'est terrible cette phrase, mais on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Hein. Mais c'est moins bien pour... c'est valable pour les femmes, pour une bagnole et un frigo. Hein. C'est valable pour tout. Donc on est dans cette compétition qui fait que, effectivement, ça demande un travail colossal dès qu'on s'associe à quelqu'un. Car il faut rester numéro un. Il faut rester numéro un. C'est bizarre cette conception que vous avez du numéro un. Non, mais c'est parce que la vie est comme ça. La vie est une compétition. Regardez, il va y avoir le mondial de football. On n'en a rien à foutre du second. Vous voyez, il va falloir gagner. Sinon, ça ne va intéresser personne. Et c'est comme ça tout le temps. On nous demande constamment d'être performants.
on nous demande d'aller au-delà de nos limites, mais dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette compétition, elle est permanente. Et même pour ceux qui n'aiment pas la compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est les femmes qui nous poussent à ça, parce qu'elles aiment... L'amour commence par l'admiration. Il n'y a pas d'amour sans admiration. Voilà. Et l'admiration, il faut être à la hauteur de cette admiration, donc il faut effectivement faire des trucs que les autres ne font pas ou font moins bien. Voilà. Mais c'est un jeu formidable. C'est un jeu formidable. Ce que je disais encore hier, c'est quoi la vie? La vie, c'est un jeu. C'est un jeu extraordinaire. Un super Monopoly, jeu d'échecs, partie de poker. Le problème de tous les jeux, c'est les tricheurs. Les tricheurs. Les tricheurs. Voilà. Tous les emmerdes que nous avons en ce moment, dans nos vies privées ou dans le business, viennent des tricheurs. C'est eux qui foutent la merde. Et comme les tricheurs sont les plus sympas, les plus rigolos, ils ont de l'humour, ils nous font rire, etc., ça fout le bordel que nous connaissons bien et qui fait qu'on est dans un monde où on n'a aucune possibilité de s'ennuyer. Voilà. Donc j'avais dit, 7 enfants, 5 femmes. Alors je me suis demandé si c'était... vous avez eu cette formule tout à l'heure, on reste tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Est-ce que c'était aussi le fait que le mensonge, parce qu'il faut mentir si on veut avoir une autre vie, de connaître d'autres personnes, est-ce que c'est l'obligation de mensonge qui vous a arrêté parfois en disant je préfère qu'on se sépare parce que c'est... Non, mais vous n'avez pas trop le mélange des genres. Si j'aime tant la vérité au cinéma, c'est parce que j'ai été un grand menteur. Ouais. Comme tous les... D'abord, j'ai essayé de faire croire aux autres que j'avais du talent, déjà. Voilà. Et puis le mensonge, c'est quoi? C'est comme un prêt à la banque. Il faut le rembourser avec les intérêts. On a le droit au mensonge. Et puis le mensonge vous permet aussi de rêver. Il ne faut pas cracher dessus. Oui, mais parfois ça vous a servi. Et bien sûr, voilà. Bien sûr. Vous aviez un projet avancé alors qu'il n'était pas... Voilà. Et donc le mensonge permet de rassurer, pas les imbéciles, mais de rassurer ceux qui ont des doutes. Voilà, vous savez ce que je veux dire? Et donc on croise beaucoup de gens qui n'ont pas d'avis. Oui. Et ces fameux... Il faut être convaincu, et pour être convaincu, parfois voilà. Il faut pousser un peu. Voilà, et donc le il faut à un moment donné améliorer le tir, améliorer le coffrage, le tableau. Voilà. Donc le mensonge, il a énormément de vertus. Il nous permet de gagner du temps. C'est comme un prêt à la banque, mais il faut le rembourser, et avec les intérêts. Mais voilà. je crois que c'est très juste cette affaire, cette histoire. Maintenant, on me demanderait ce que c'est que le mensonge, je dirais comme vous. Et c'est pour ça. C'est mais la vérité est géniale, mais à un moment donné, elle devient agaçante. Elle a toujours raison. Donc, à un moment donné, mais en même temps, d'abord. Et parfois, ça donne. Oui, mais la vérité, personne la détient. Heureusement, personne la détient. Et c'est pour ça que j'ai essayé de filmer quelque chose qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité, qui est la spontanéité. La spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et quand mes acteurs sont spontanés, c'est merveilleux, parce que je peux leur faire dire n'importe quoi. La spontanéité a toutes les vertus, parce qu'elle vous permet au moins d'être sincère pendant 2 secondes ou 3 secondes. Voilà. Même si c'est un mensonge, ça sort naturellement. Et donc, on le croit. Sur les enfants, vous avez une phrase formidable. Je n'aurais pas dit qu'elle était de vous, mais vous l'avez dit. Il faut faire un enfant, c'est le prix à payer. La facture, ce qu'on doit à la société pour que la vie continue. Et c'est la raison pour laquelle vous avez fait 7 enfants? Pour peupler la planète? Parce qu'il faut que l'espèce continue? Je devais avoir une grosse facture. Alors, je vais vous dire, à chaque fois quand on est enfant et qu'on lit ça, on se dit, eh ben, dis donc, oui. Non, mais mes 7 enfants, ils sont arrivés encore comme tout le reste, par hasard. Miracle. Par hasard. Voilà. Et c'est le hasard qui m'a permis d'avoir 7 enfants, 8 petits-enfants, 5 mamans différentes. Il fallait bien que j'ai un grand scénariste à côté de moi pour me donner la possibilité de vous distraire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça m'a permis effectivement de faire des gros plans sur ce genre humain qui me fascine et qui est capable du pire et du meilleur et qui est capable justement de nous embarquer
dans l'impossible. Voilà, donc si vous voulez, vous savez, je plaide coupable tous les jours. Quand on plaide coupable, on ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Et en plaidant coupable, on fait des progrès. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Un échec, c'est une façon de vous dire il faut redoubler, il faut recommencer. Bon, moi je veux bien redoubler, voilà. Donc, et c'est pour ça que la mort est tellement importante. C'est peut-être la plus belle invention de la vie parce que je suis sûr d'abord que c'est un soulagement et que c'est une récompense et une promotion. À l'inverse de ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on est là pour toujours. L'univers, l'infiniment petit et l'infiniment grand détiennent l'éternité. On sait qu'on est là pour toujours. Et le recyclage de chacun d'entre nous est vachement intéressant, vachement passionnant. Vous suivez ça, de notre recyclage? Oui, parce que le jour de ma mort, on paye 100% d'impôts. Hein. On vous prend tout. Voilà. Et donc, ça vous permet d'être léger. D'être libre. Et de repartir vers de nouvelles aventures. Avec l'acquis, parce que le meilleur de chacun d'entre nous est sûrement conservé. Le monde s'est construit sur le meilleur de chacun. Regardez, quand vous faites le ménage dans votre appartement, il y a plein de trucs que vous jetez, puis il y a des trucs que vous gardez. Bon, ben, la mort, c'est pareil. Le meilleur d'entre nous, on a tous... Survie. Devient et on le recycle de mille et une façons. Ce qui fait que après, de vie en vie, moi peut-être que dans ma prochaine vie, j'écrirai le plus beau livre sur Claude Lelouch, voyez. Je connais très bien. Vous connaissez très bien, oui. Vous êtes, quand on parle de Lelouch, on a toujours envie de vous accompagner de pas mal de gens. Trintignant, dans le premier film, Ventura, toute une bande. On vous voit rarement en photo tout seul, vous êtes toujours entouré par... Donc les amis, on a l'impression que ça fait partie de votre manière de vivre. Vous auriez pas... Alors vous dites sans femme, j'aurais pas vécu, mais sans amis non plus. Vous avez des amis vous avez une relation amicale qui dure des décennies, et je vais dire plus que ça, après leur mort. Dans vos fêtes, vous mettez des morts, vous les associez à vos fêtes. Je trouve d'ailleurs que c'est une idée absolument formidable, ce souvenir que vous maintenez dans vos fêtes de ceux qui ont disparu. Mais les copains, c'est formidable parce que les copains, ils ne vous jugent pas. La différence qu'il y a entre une femme et un copain, elle est énorme. Vous savez, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est la femme. Et donc, quand vous dites des conneries à un copain, il s'en fout. Si vous dites une connerie à une femme, elle vous le fait payer. Vous voyez, je veux dire. Les copains, ils n'ont pas de mémoire. Les hommes n'ont pas de mémoire. Les femmes, vous avez une mémoire colossale. Vous vous souvenez de tout. De tout. Et même quand vous dites « je vais oublier », c'est pas vrai. C'est pire même, ça prouve que c'est le dernier qu'on oubliera. Voilà. Donc, la différence entre les copains et les femmes, c'est que d'un côté, on peut dire toutes les conneries de la Terre et se détendre et faire les cons. De l'autre côté, c'est pas possible. Parce que tout ce qu'on dit est important pour une femme, voilà. Et donc d'un côté, il y a l'exigence, et puis vous savez, qu'est-ce que c'est que les copains? C'est la cour de récréation. C'est formidable, la cour de récréation. Il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y a pas la cour de récré. Pas un, voilà. Et quand on a bien déconné dans la cour de récré, on peut monter dans les salles de classe, voilà. Et c'est quand j'ai bien déconné avec mes copains que je suis content de prendre ma femme dans mes bras. Ces amis-là, je ne sais pas, Trintignant, il a accompagné toute votre vie, depuis 50 ans. Pareil pour les autres. Vous avez fêté vos 85 ans, il y a 2 jours, à Paris, Palais des Congrès, 4000 places, plein. Et quand vous organisez une fête, et pas de fête de Lelouch pour ses 85 ans sans la présence de ceux qui ne sont plus là. Oui. Alors... Ça, je trouve ça que c'est un geste... Vous voyez, ça explique un peu ce que vous pensez de la mort. Oui. C'est-à-dire que pas de fête d'un vivant sans que ces morts ne soient présents. Absolument, parce qu'ils ont accompagné ma vie de Trintignant à Belmondo, Bernard Tapie, Johnny Hallyday, Lino Ventura, Charles Gérard, Jacques Villeray, enfin la liste est Annie Girardot, enfin la liste de tous mes potes est impressionnante. Et
je vais vous dire la vérité, j'ai jamais été triste. Francis Lay, quand il est parti... Le musicien. J'ai jamais été triste parce que mon inconscient m'a toujours dit que j'allais les retrouver d'une autre façon et qu'ils allaient continuer à être ce qu'ils sont et en mieux. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne crois pas à la mort telle qu'on essaie de nous l'expliquer. C'est pour ça que lundi dernier, j'ai voulu fêter ces 85 ans avec eux. Donc, il y avait sur l'écran tous ceux qui ne sont plus là, et puis il y avait dans les salles les survivants. Les survivants. Voilà. Donc, on a fait la fête, mais la mort, bon, et c'est vrai que moi, je me rapproche de la ligne d'arrivée, donc j'ai envie d'être très pote avec elle. Je peux pas, il faut mieux pas lui dire de mal. Je ne vais pas commencer à m'engueuler avec elle. Voilà. Donc j'espère qu'en lui cirant les pompes un peu... Vous allez faire un couple. Voilà, j'espère qu'elle va bien me caster dans la prochaine vie. Vous savez, la vie, c'est un casting. Hein. Voilà, faut être premier. Oui, mais aujourd'hui, il y a 8 milliards de gens sur cette terre qui ont tous le rôle principal de leur vie. Et il y a 8 milliards de gens qui font de la figuration pour que vous puissiez vous marrer. Voilà. Madame, vous avez le rôle principal de votre vie et la personne qui est à côté fait de la figuration pour vous. Voilà. Nous sommes tous les figurants, eux, ou le rôle principal de notre vie. C'est pour ça que... Alors c'est vrai, comme dans tous les castings, il y a ceux qui ont les bons rôles et ceux qui ont les mauvais rôles. Voilà. Mais de vie en vie, on peut améliorer le casting. On le voit très bien dans une troupe de théâtre. On a vu des acteurs qui faisaient de la figuration terminer et être stars. Voilà. Donc c'est le même principe. Et bon, moi, je me fie à ce que j'observe, c'est tout. Et c'est pour ça que j'aime la vie. J'aime la vie parce qu'elle est immortelle et elle est infinie. Vous dites, la première phrase, vous avez écrit un dictionnaire de votre vie, la première phrase, j'ai goûté à tous les parfums de la vie. Quelqu'un peut dire ça? Même le louche? J'ai goûté à tous les parfums, même à ceux qui sentaient mauvais. C'est comme ça que j'ai pu savoir ceux qui sentaient bon. Voilà. Vous savez, quand d'un seul coup vous dites, tiens, cette glace à la vanille est très bonne, c'est par rapport à toutes les glaces à la vanille que vous avez mangées avant. Hein, voilà. Donc, encore une fois, on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Cette compétition, elle est permanente. Avec les copains, les copines, le travail, votre patron, le grand patron. Voilà, donc encore une fois, il faut être, comme dans les westerns, vigilant. Il faut être le premier à dégainer. Vous voyez, c'est très important de tirer le premier. Je me suis toujours demandé, votre vie qui est tellement invraisemblable, on dirait du Lelouch, comme on dit, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, votre œuvre reflète ce qu'elle vous a réservé à vous. Absolument. Quand des miracles vous sont arrivés, vous faites des miracles à l'écran. Est-ce que vous avez un dialogue avec les amis lorsqu'ils sont à l'écran et qui vous font découvrir votre propre vie? C'est-à-dire qu'ils éclairent quand ils inventent quelque chose. Est-ce qu'il y a un retour? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est... Enfin, je pense que... Moi, j'aime les artistes. Tous les artistes, je pense qu'on est les chouchous du bon Dieu. Et qu'on reçoit des informations qu'on va ensuite retransmettre à travers une peinture, une chanson, un film, un livre. Voilà. Les idées, elles sont dans l'air. Elles sont dans l'air et à un moment donné, elles viennent se planter chez vous ou chez un autre. Pourquoi elles viennent se planter chez moi? À chaque fois que j'ai une bonne idée, je me retourne en me disant... Pourquoi on ne l'a pas eu? J'ai jamais eu la prétention de penser qu'elles venaient de moi, les idées. J'ai toujours eu le sentiment, quand j'ai une bonne idée, et quand j'ai une bonne idée, c'est une montagne de travail qui m'attend. Parce qu'une bonne idée, il faut la travailler. Il faut la travailler, c'est comme une plante qu'on plante, il faut l'arroser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'aime les artistes, que je vais voir tous mes copains artistes au cinéma, au théâtre, sur les scènes, etc. Et donc, j'ai le sentiment que nous sommes des antennes un peu plus performantes et que nous recevons des informations du divin et qu'on est là pour les retransmettre. Donc, on a une mission. Et il faut qu'on vous retransmette ça dans le divertissement. Il ne faut surtout pas qu'on soit dans la salle de classe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que le premier degré est très important. Il est très, très important dans tout. Dans une chanson, dans un film,
On peut accéder au 2e et au 3e degré, mais il faut qu'il y ait du 1er degré. Du simplicité. Parce que c'est les bases de la maison. Sinon, la maison va s'écrouler. Voilà. Et donc, c'est à partir de cet instant que chaque seconde est importante. Chaque seconde vous dicte la seconde d'après. Moi, on se parle là, depuis tout à l'heure. Chaque parole invente celle d'après. Vous voyez ce que je veux dire ? Un applaudissement, un rire, modifie complètement en permanence le sens de cette réunion. Dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. C'est important. Et il y a une différence énorme. Si demain matin, on disait tous ce qu'on pense, on nous prendrait pour des fous. C'est ce que font les fous, d'ailleurs. Ils disent ce qu'ils pensent. Voilà. Et donc, il y a un énorme décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Et c'est vrai que vous allez à un rendez-vous amoureux, vous dites, tiens, bon, alors, ouais, elle me plaît bien, chouette, vraiment, allez, je vais la demander en mariage. Allez, j'y vais. Voilà. Bon, alors ça, c'est ce que vous avez écrit dans votre scénario. Et puis elle arrive avec 1 heure de retard, elle fait la gueule, etc. Vous n'avez plus envie de la demander en mariage. Vous changez les dialogues. Voilà. Et la vie, c'est ça. En permanence. Mais c'est ça qui est incroyable. Il y a ce qu'on va dire, et j'ai envie de dire ça, et puis il y a ce qu'on dit. Voilà. Je me suis toujours demandé, quand on a la vie de Lelouch, est-ce qu'il y a une existence que vous connaissez, dans le passé, quelqu'un, un destin réel, qui vous a fait envie. Qui vous a fait envie. C'est-à-dire, pas jaloux, mais ce mec ou cette femme. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à tirer de vous, ils ont fait mieux que moi, ou presque. Quand on tombe amoureux, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, ce qu'on appelle le coup de foudre. Qu'est-ce que c'est le coup de foudre ? En 1 seconde, vous dites, c'est la femme de ma vie. C'est que vous la connaissez bien. C'est que vous l'avez connue dans d'autres vies. Avant même, elle vous dit bonjour. C'est ça un coup de foudre. C'est quand on reconnaît des gens. Quand on tombe en amitié avec quelqu'un, c'est des gens qu'on connaît déjà. Et puis il y a des gens qu'il faut apprendre à connaître parce qu'on les rencontre pour la première fois. Et on a du mal. Alors on regarde sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il a fait, machin, on téléphone un copain, qu'est-ce que tu penses d'un tel, etc. Quand on commence à faire des enquêtes sur les gens, c'est qu'on ne les connaît pas. Mais quand vous, d'un seul coup, vous tombez en amitié avec quelqu'un tout de suite, c'est que votre inconscient connaît cette personne, déjà la personne. Et donc c'est la preuve qu'on vient de très très loin. Et c'est pour ça que les coups de foudre ont autant de force. Ce sont des gens qui, d'un seul coup, ont vécu peut-être plusieurs vies ensemble et qui se reconnaissent. C'est ce que je racontais dans La Belle Histoire. Et donc, il n'y a personne dans votre répertoire comme ça dont vous pensez qu'il a réussi la vie telle qu'elle peut être au mieux? Non. Oui. Vous êtes jaloux, vous êtes bien jaloux de quelqu'un. Vous êtes bien jaloux de quelqu'un en disant « j'aurais pu le faire ». Écoutez, comme tout le monde, j'aimerais bien pouvoir discuter avec Dieu. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça le but. Voilà, c'est la personne avec qui je voudrais discuter aujourd'hui. Voilà, mais je pense qu'on a tous discuté avec Dieu. Même ceux qui n'y croient pas. Je mets au défi quiconque de ne pas avoir eu une conversation avec Dieu. Et surtout quand on va mal. Surtout quand on est au fond du trou. Et quand on ne croit plus à rien, on est bien obligé de croire à Dieu. Voilà, donc, oui, j'aimerais bien lui parler un jour, mais je pense que peut-être le jour du grand départ, j'aurai droit à une petite conversation. C'est ça que je voulais savoir. Vous avez trouvé la bonne réponse parce que finalement, il n'y a qu'une personne avec qui on peut vraiment discuter, du fond. C'est quelqu'un qui n'existe pas sur Terre, en fait. Non, mais toutes les personnes qui sont sur Terre, j'adore discuter avec elles. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter. Ouais. Avec les plus grands. Vous avez fait, oui. Les plus grands de ce monde, j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer, mais j'ai jamais trouvé chez eux la phrase parfaite. Ouais. Et en fait, on cherche tous la phrase parfaite. Là, dans nos discussions, peut-être que vous dites, est-ce qu'il y a un truc qui est un peu moins con que le reste que je vais pouvoir garder, voyez. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui parlent avec les animaux. Parce que les animaux ne peuvent pas vous répondre. Moi, je pense que les animaux, s'ils ont autant de succès, c'est parce qu'ils ne parlent pas.
Vous voyez, les yeux d'un chien. C'est vrai ce que vous dites. C'est très, très important. Les yeux, bien sûr. Vous voyez, quand je parle avec quelqu'un, vous allez m'amener la contradiction. Alors, me faire fait chier, putain, il faut encore que je reparle. Bon, je vais essayer de le convaincre, ok, d'accord, etc. Bon, mon chien, non. La personne qui m'aime le plus au monde, c'est mon chien. Même si je sais que ma femme m'aime bien. Mais l'amour absolu. Non, mais quand j'arrive à la maison, la fête que me fait mon chien, ma femme ne me la fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, la force des animaux, c'est pour ça qu'il faut les protéger, qu'il faut les aimer. On en tue des milliards tous les jours. Et on les bouffe, en plus. Merci, la vie, c'est votre dernier mot?